mesdames et bonjour les jeunes. Merci d'être venus. Tout d'abord, je vais remercier la province sud de nous accueillir, également toute la famille Wabet et donc trop nombreuses pour que je cite chacun d'entre eux. Il faudrait que je remercie aussi énormément d'autres personnes qui m'ont aidé lorsque j'ai fait mes recherches, puisque je continue toujours. Les sources et les archives que j'ai principalement consultées, ce sont bien sûr celles de la Nouvelle-Calédonie, les archives de Nouvelle-Calédonie, mais aussi celles des communes qui possèdent encore ou qui ont possédé des archives importantes de cette époque-là, les archives de l'archevêché, les archives du DEFA pour l'enseignement protestant, les archives du Parlement pour tout ce qui s'est passé à la Chambre des députés en particulier, pendant toute la période de la guerre, les archives bien entendu du service historique de la défense, donc les archives de la terre, de la marine et de l'air, et puis bien entendu les archives d'outre-mer à Aix-en-Provence. Je suis allée dans beaucoup d'autres endroits aussi, des musées par exemple, ou la Légion étrangère, des choses comme ça, mais là aussi il y en a trop pour que je puisse citer. Donc tout ça en France, en Australie. Donc un petit rappel historique, de 1914 à 1918, tous les empires coloniaux ont envoyé à la fois de leurs nationaux, mais aussi de leurs indigènes. Et ils ont tous contribué économiquement, humainement à l'effort de guerre. En France, le nombre des tirailleurs qui viennent de l'outre-mer, et en particulier du Pacifique, et encore plus petit sur la Nouvelle-Calédonie, mais c'est rien du tout, c'est 0,18%, c'est-à-dire même pas 2% de l'ensemble des combattants français. Donc c'est dire que le lourd bilan des victimes, c'est du côté kanak 384 Kanaks sont morts durant la guerre ou ont disparu, comme le disait Jacques, et puis 193 créoles ou français de Nouvelle-Calédonie. Donc en réalité, mon exposé, qui n'est pas très très long, va porter sur deux points. D'abord, la recherche désespérée de la France pour trouver des renforts, et puis l'entrée des Kanaks dans l'histoire, c'est-à-dire l'engagement voulu ou forcé de tous ces jeunes hommes Kanaks qui vont manquer énormément après au pays, tout comme d'ailleurs leurs camarades créoles. Alors, j'ai oublié de dire une chose, dans les photos qui défilent, certaines ne sont pas libres de droit, donc je vous demanderai de ne pas les prendre en photo, en particulier une qui, il y en a beaucoup que vous connaissez, parce qu'elles sont presque toutes connues, mais le service des archives à Nouville vient de toucher un fonds privé d'une famille qui n'a pas encore l'autorisation du notaire de montrer ça. Et Ingrid m'a dit, mais tu peux quand même montrer la photo où on voit un tirailleur kanak tout proche d'un soldat calédonien, parce que c'est une preuve d'union, c'est une preuve vraiment d'amitié, des choses comme ça. Donc s'il vous plaît, au moins cette photo-là, cette image-là, ne la prenez pas en photo. Merci. Donc, un petit rappel aussi, en 1914, 1914-1918, c'est bien le statut juridique des habitants de la Nouvelle-Calédonie qui va déterminer leur engagement. C'est-à-dire qu'à l'appel de la France, un tout petit peu plus tard qu'en France, c'est-à-dire le 5 août, la mobilisation des citoyens va commencer en Nouvelle-Calédonie, mais pas seulement pour la Nouvelle-Calédonie, puisque Nouméa est le centre de mobilisation de tout le Pacifique. C'est-à-dire que les Tahitiens vont venir, c'est simple, vont venir à Nouméa pour partir ensuite en métropole, rejoindre les champs de bataille. Il y a quelques Wallisiens et des Néo-Hébrides, puisque les Nouvelles-Hébrides à l'époque sont encore une colonie à moitié française, enfin c'est un Commonwealth, français et britannique. Donc, ces citoyens français, ils sont créoles ou français, créole, et puis français. Créole, c'est le nom que donne l'armée aux jeunes gens qui sont nés en Nouvelle-Calédonie, qui sont nés d'ailleurs dans n'importe quelle colonie de parents métropolitains.
Alors le mot créole n'était pas du tout utilisé en Nouvelle-Calédonie, du tout, du tout. Je ne l'avais jamais entendu avant d'aller au service historique de la Défense. Et j'ai eu beaucoup de mal, du coup, en cherchant dans les archives, parce qu'il n'y avait pas de dossier Nouvelle-Calédonie. Alors qu'il y avait un dossier Martinique, un dossier Guadeloupe. Alors pourquoi n'utilisait-on pas ce mot créole? Je ne saurais pas vous dire. Si vous avez une idée, ça pourrait être intéressant. L'armée parle aussi, dans ses listes, donc, de Français qui viennent de Nouvelle-Calédonie. Ceux-là sont les hommes qui sont arrivés parfois très petits, à 2 ou 3 ans, avec les parents, en Nouvelle-Calédonie, ou bien qui sont en Nouvelle-Calédonie résidents depuis quelques années, et qui sont appelés parce qu'ils font partie des classes qui sont mobilisées. Les classes qui vont être mobilisées pendant la guerre, ce sont celles depuis 1887, c'est-à-dire ils ont 47 ans au plus, jusqu'en 1920. Donc ces hommes-là, ils auront 18 ans en 1917, et il y en a quelques-uns. On les surnomme les Niaouli, comme vous le savez. Alors en métropole, ils sont incorporés dans plus d'une quarantaine de régiments différents. Régiment d'infanterie coloniale principalement, régiment d'artillerie coloniale, mais on peut dire aussi dans toutes les sortes de régiments, en particulier les jeunes Calédoniens qui sont en train de faire leurs études en métropole, ils ne sont pas tous incorporés dans des régiments coloniaux. Donc ces hommes-là sont extrêmement difficiles à suivre. Autant on peut suivre les hommes qui sont dans le bataillon du Pacifique, après, et BNP également, autant ces hommes qui sont éparpillés partout sont compliqués à retrouver. Donc ils vont combattre sur tous les fronts, de Belgique, de France et puis d'Orient, mais aussi sur d'autres fronts. Il y en a qui vont aller à Madagascar, il y en a qui vont aller en Indochine. Parce qu'une chose dont je reparlerai tout à l'heure un peu, dans toutes les colonies, d'ailleurs pas seulement françaises, mais dans toutes les colonies, durant la guerre, il y a des révoltes indigènes. Dues un petit peu à la guerre, bien sûr, c'est l'excuse qu'on a donnée, c'est le bon moment que les indigènes vont choisir pour se révolter contre le colonisateur, mais aussi pour bien d'autres raisons. Donc, il y a aussi en Nouvelle-Calédonie des étrangers, des Allemands, qui eux vont être arrêtés tout de suite et expulsés vers l'Australie, et puis des Italiens, des Belges, etc., qui vont ou non être incorporés dans la Légion étrangère. Il y a en particulier une centaine de Japonais qui vont partir en 1916, et comme les Japonais sont des citoyens d'une nation amie de la France à cette époque-là, eh bien ils partent ils partent en même temps que le bataillon du Pacifique, mais ils seront incorporés pour ceux qui vont rester dans les régiments de la Légion étrangère ou dans des régiments étrangers. D'ailleurs, il y en a qui vont dans les régiments où il y a le bataillon indo-chinois. Et puis, en réalité, la plupart va déserter, ça c'est une petite anecdote un peu amusante quand même, la plupart de ces hommes-là vont déserter en arrivant à Marseille, c'est-à-dire ils descendent du bateau, et au lieu de rejoindre l'endroit où ils doivent être enregistrés, eh bien, ils vont sur un bateau japonais qui est dans la rade à ce moment-là, et ils rentrent dans leur pays. Ils ont tout simplement trouvé un moyen bien pratique de rentrer chez eux, alors qu'il n'y avait plus de navire direct entre la Nouvelle-Calédonie et le Japon. Alors, je reviens au statut des habitants de la Nouvelle-Calédonie. Un grand nombre d'habitants ce sont les indigènes, est également présents en Nouvelle-Calédonie, bien sûr, les Kanaks et quelques autres indigènes d'autres colonies, certains qui sont là pour travailler sous contrat, comme des Indochinois ou des Néo-Hébridais ou des Wallisiens aussi, et qui sont des sujets de la République. Alors c'est très très important de faire la différence entre citoyens et sujets, parce que la République, le gouvernement, la France, peut obliger ses citoyens à venir à la guerre, alors qu'un sujet, il est libre. Ils n'ont pourtant pas beaucoup de liberté, mais ils ont la liberté de s'engager ou pas. Donc ce qui provoquera, au moment où on va les appeler, un bataillon mixte est entièrement regroupé, c'est-à-dire que
c'est la première fois où les Kanaks, les Tahitiens et les Créoles, puisque en créant le bataillon mixte du Pacifique, eh bien, on a fait une compagnie créole. Donc à ce moment-là, ils sont tous réunis pour cette bataille-là. C'est une bataille qui a lieu entre juillet et octobre. Donc ils sont toujours rattachés à un régiment d'infanterie, hein, ils ne sont jamais seuls. Alors, bon, je peux vous donner un petit peu de détails si vous voulez. Après, on peut regarder hein, sur Internet, chercher les numéros des régiments. Le 164e régiment d'infanterie, le 365e régiment d'infanterie. Et à partir de début août, donc le moment où les batailles sont très très importantes, il est rattaché au 418e régiment d'infanterie. Donc il prend part aux nombreuses batailles qui ont lieu, dont celle du plateau de Pali, près de Soissons. Un affront, c'est une appartenance d'une ethnie à la terre. On dit dans la Gironde, par exemple, dans la campagne, ce sont des indigènes. C'est celui qui appartient à la terre. Voilà. Ensuite, bon, il faut dire que l'appel fait par les chefferies, dont la dame a bien analysé tout à l'heure, c'est fait un petit peu de façon différente. Aux îles, je suis de souche marienne. Et à Marie-aux-Îles, Loyauté et à l'île des Pins, il y a deux religions, catholiques et protestantes. À ma connaissance, il n'y a jamais de conflit de religion pour ceux qui sont partis engagés dans la guerre 14-18. Hein? Je n'ai jamais. Mon père, quand il est revenu, il a fait la Somme et la Marne, il n'a jamais parlé, bien au contraire. Ils s'étaient unis, comme il le dit, c'est une tradition chez eux, unis comme au front. Voilà. Il n'y a jamais eu de conflit. Il y avait des conflits par la suite avec les missionnaires catholiques et les teachers protestants. Et ça, c'est un autre problème, c'est pas le nôtre. C'est pas la question d'aujourd'hui. Alors, donc, je rends hommage à tous ces gens-là, et je vais vous dire avec une certaine émotion que le cousin Calépo, j'ai brûlé son cimetière sans connaître qu'il était là. Voilà. Merci. Alors, vous m'excuserez, tout à l'heure je vous ai expliqué que l'armée désignait sous le nom de créole et sous le nom de français. Et j'ai oublié de dire que l'armée désignait les indigènes de Nouvelle-Calédonie sous le terme de Kanak. Et ça s'écrivait C-A-N-A-Q-U-E à l'époque. Le mot mélanésien n'est arrivé que longtemps après. On ne parlait pas de mélanésiens. On parlait donc d'indigènes de Nouvelle-Calédonie. Alors, il y avait des petits mots aussi, hein, dont peut-être que vous vous souvenez de ces mots-là. On disait les babao. C'était un mot qui était utilisé. J'ai trouvé ça dans les lettres des créoles, justement. Et babao, ça semblait être un mot assez gentil, finalement, hein, pour désigner... Babao, kaouin, c'était plutôt pour nous. Kaouin, oui. Voilà. Franchement péjoratif. Alors, franchement péjoratif, bien sûr, pour celui qui était comme ça, mais du côté des créoles, ben non, c'était leur copain, donc on l'appelait comme ça. Alors, donc, le mot kanak, ça n'a rien de péjoratif non plus. Hein. C'est le mot que l'armée utilise pour désigner les indigènes de la Nouvelle-Calédonie. Ce sont les missionnaires qui ont apporté l'évangile dans les régions. Mais dans les îles Loyauté, ce n'est pas la France, c'est les teachers, c'est les Polynésiens, ce sont nos frères, ce sont des Océaniens, et repris par le Kanak. Par les Kanaks, ils ont continué jusqu'à Nouvelle-Guinée. Donc, voilà. Peut-être que les autres raisons, peut-être d'autres. Mais, quoique les raisons, moi je quand même rends hommage à tous ces vieux qui sont partis, sans connaître la guerre, tout ça là. Mais ils sont quand même partis pour défendre une cause, pour sauver une nation, un peuple. Et je crois que ça doit être quelque chose d'extraordinaire pour nous aujourd'hui. Voilà, la première remarque. La deuxième remarque, pourquoi la France a mis du temps pour, comme le cas de Pacalepo ou d'autres, pour refaire venir les corps parce que c'est le devoir de la France de ramener. Et non, c'était pas la loi. Pardon, madame. Pardon, Bon, parce que ça n'était pas écrit.
Mais pour nous Kanaks, il faut que la France ramène. Et s'il y a encore d'autres qui sont là-bas, il faut ramener chez eux. Dans notre culture, c'est ça, il faut qu'ils soient dans leur propre pays. Ils ont fait un devoir extraordinaire pour mourir pour la France. Le cas de Tiga, c'est le trois personnes. Mais Tiga avait combien de personnes? Il y a quelques personnes, mais Tiga a donné. Et on est fiers, nous, les jeunes de Tiga, que nous, tous nos vieux, quelques vieux Tiga sont partis pour une cause et pour sauver la nation française. Merci. Juste, va se faire par engagement.